Bonjour, je suis content de vous accueillir en cette journée ensoleillée du mois de mars. Je suis en plein soleil, donc normalement l'éclairage devrait aller. C'est une vidéo FAQ, alors bienvenue à vous. Pour cette vidéo, j'ai fait un petit listing de choses dont je voulais parler. J'espère que ça ne va pas être trop long. J'espère que vous n'entendrez pas trop les boucs en arrière-son. Il y aura certainement les oiseaux. Je vais essayer d'être relativement exhaustif, même si, à mon avis, il y a certains points qui nécessiteront une vidéo à part. Et il y a certains points sur lesquels je ne reviendrai pas. Tout d'abord, je vous remercie de me suivre et d'être aussi nombreux abonnés. Enfin, moi, ça me va très bien. On approche où on est déjà au moment où vous regardez la vidéo à 12 000 abonnés. Au vu de certaines autres chaînes, ça paraît pas beaucoup, mais moi, je suis assez satisfait, ça me va. Par rapport à l'année dernière, je crois, où il y a 2 ans, on était à 1000 abonnés à la même date, quelque chose comme ça. Ça monte pas de manière exponentielle, mais ça monte tous les mois, entre 200 et 800 personnes de plus, ça dépend des vidéos que je fais. Donc c'est très bien, restez si vous voulez. Les choses qui ne se voient pas sur les statistiques de la chaîne, c'est le nombre de vues totales. Alors depuis que la chaîne existe, alors en fait elle existe depuis le mois de juillet 2019, mais je commence à publier sérieusement dessus depuis mars 2020. Entre temps c'était des petites vidéos de festival, pas forcément très médiatisées. Puis cette création, j'ai fait 1,2 million de peine 1,2 million de vues. Et chose intéressante, 1,2 million c'est le cumul de toutes les vues depuis le début. C'est monétisé que depuis un an et 3 mois je crois. Chose intéressante, c'est qu'à peu près, il y a une des statistiques qui me plaît bien, c'est le nombre de vues par personne, donc le nombre de fois que les gens voient la vidéo. Et la moyenne est à 1,2. Ça veut dire que, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne doivent pas regarder la vidéo jusqu'au bout, ou ne même pas regarder certaines vidéos, il doit y avoir quand même un certain nombre de personnes qui regardent plusieurs fois les vidéos, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est une chaîne technique qui montre des choses techniques, et il y a parfois besoin de regarder plusieurs fois pour être sûr, savoir comment moi j'ai fait, et puis voir si j'ai pas fait une connerie aussi. Mais moi-même je regarde aussi mes propres vidéos, c'est pas que je m'aime beaucoup, mais c'est que ça me sert aussi comme soutien, même en chantier, pour me souvenir, tiens, comment j'ai fait la dernière fois, j'ai la vidéo, je vais la voir. C'est un support, c'est comme une bibliothèque. Ça sert à ça, hein, c'est un support de formation pour moi. Donc si ça sert pour vous aussi, bah, c'est normal que vous regardiez plusieurs fois. Concernant, je fais presque dans le désordre, hein, j'ai une petite liste. Concernant la monétisation de la chaîne, puisque je suis sur la chaîne, donc la monétisation, donc ça fait 1 an et 3 mois à peu près. Depuis le début de la monétisation, je crois que j'ai touché 1 500 €. C'est une moyenne entre 100 et 200 € par mois de chiffre d'affaires. C'est pas des revenus. Donc c'est déclaré avec mon entreprise et pour défrayer, bon, ça me permet d'acheter un peu de matériel des fois dédié à la chaîne. Ça évite de se dire que c'est en pure perte en fait. C'est très bien comme ça me va. Concernant les évolutions de la chaîne, c'est vrai que je vais rester sur la chaîne pour l'instant. Les évolutions de la chaîne, alors j'ai acheté récemment une caméra avec laquelle je filme actuellement. Je me vois sur l'écran, j'ai un petit écran de recul. C'est un caméscope, c'est pas une caméra. C'est très compliqué de trouver une bonne caméra en fait. La plupart sont des caméras qui sont liées avec les téléphones, les smartphones, les applications. Enfin, moi je veux juste un truc en local où j'enregistre sur une carte SD et quand j'ai le temps je fais mon montage. Je cherchais une caméra où je pouvais brancher le micro directement dessus pour gagner du temps. Parce que j'ai un micro, là c'est un Zoom H1N qui est très bien, mais avec le logiciel je suis obligé de synchroniser l'image et le son, puisque le micro de la caméra est en général pas du tout adapté. On est sur quelque chose où on a ça réverbe, c'est tout le bruit ambiant. Il est très bien, ce qui me permet de synchroniser, mais je voulais gagner du temps en branchant directement sur la caméra, et la caméra que j'avais trouvée, ils ne me l'ont jamais livrée, ils m'ont remboursé. Donc j'ai changé d'avis, il me fallait vraiment une autre caméra, parce que les autres commençaient vraiment à pourrir un peu. Donc j'ai pris une Sony assez basique qui j'espère fera une bonne image. C'est la première utilisation. Autrement, avant j'utilisais une Kodak étanche en anti-choc qui a 13 ans je crois maintenant. Je m'en servais pour le skateboard. Et puis je faisais des vidéos de skate. Et elle commence à bugger un peu, puis elle se fait un petit peu vieille sur la qualité de l'image, la vitesse de prise de vue, tout ça, les petits réglages qu'on peut faire. Et donc celle-ci commençait à avoir des bugs, des fois elle s'éteignait plus, ou alors elle désynchronisait le son et l'image. Je la garde, elle est super bien, mais voilà, elle commence à vieillir. J'en ai racheté une autre récemment d'occasion, c'est la même mais actualisée. J'aime bien ce genre de caméra parce que comparé à un smartphone, c'est pas tactile, donc on ne fait pas de conneries. Et c'est aussi petit et aussi maniable, et c'est pour le chantier, c'est parfait.
Pour filmer, c'est parfait. Bon, elle est d'occasion, elle a 2 petits bugs. Elle a un des micros qui ne marche pas, c'est un stéréo, mais il y en a un qui ne marche pas. Et le zoom qui est mécanique et qui fait du bruit. Du coup, on l'entend dans la vidéo. Vous avez dû le voir dans mon avant-dernière vidéo, là, sur le... c'est marqué, ils ont fait fort. Et à chaque fois que je zoomais, ça faisait du bruit. C'était pas facile à faire le montage derrière. Donc, il faut que j'arrête de zoomer avec. Ou j'arrête de parler en même temps que je zoome. Comme ça, je peux faire le montage. Bon, j'en suis très content quand même. Très bonne qualité vidéo avec beaucoup de réglages, notamment de nuit. Ça risque d'être utile dans certains cas où je filme des zones très très sombres. Je m'en suis pas servi pour l'autre vidéo, mais voilà. Donc voilà pour le matériel. Tout ce qui est évolution, type de vidéo. Alors, moi, j'ai pas d'évolution très programmée en fait, vu que l'ensemble de ma chaîne est quasiment pris au fil du chantier. En fonction des chantiers que j'ai, je filme ce qui est intéressant. J'essaie de faire quelques actus de temps en temps, quelques statistiques, quelques sujets importants. Et les sujets de vidéo, mis à part des sujets qui me portent à cœur personnellement et qui sont sur une liste, il y a effectivement une liste, mais j'en suis loin de la liste en fait. Tout ce que j'ai mis en haut de la liste, je ne ferai peut-être jamais, parce qu'il y a des sujets qui sont très pédagogiques et qui demandent vraiment beaucoup de préparation et qu'en fait je les aborde indirectement par certaines vidéos techniques sur chantier. Et de temps en temps, je fais des vidéos comparatives de matériel. J'en fais quand même pas mal dans l'année, comme quand je teste les batteries, ou que je compare des panneaux solaires, ou que je compare des onduleurs, ou que je compare des régulateurs. Ça, je le vois comme une vidéo très utile pour moi, pour mieux connaître le matériel, mais aussi pour montrer aux clients, ou aux prospects, aux futurs clients, qui n'est pas forcément un abonné, mais je peux montrer la vidéo à un client ou à un fournisseur qui se pose des questions sur le matériel, le sujet dont je veux parler. Parfois, c'est un abonné qui m'envoie un commentaire, qui me pose une question, et je me dis « Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler », ou alors ça m'intéresse. Et puis sans préparer à l'avance, il se peut que j'ai un peu de temps dans une journée, je me dis tiens je vais faire ça aujourd'hui, donc c'est un petit peu aléatoire. Alors les vidéos qui sont en préparation, là j'en ai 2 sur les tests de batterie tubulaire et batterie Ultracell. C'est le montage qui prend un peu de temps, du coup dès que j'ai un peu de travail sur l'ordinateur, c'est un peu plus long qu'en fait le travail sur place. Parce qu'après il suffit de filmer, mais le montage est un peu plus long. Et il me reste la vidéo sur le scooter électrique. Les batteries du scooter sont changées depuis longtemps, mais il y a tout un truc pédagogique à faire. Et puis là, j'ai un problème avec la fourche hydraulique, il faut que je finisse de le remonter, tout ça. Et comme c'est mon scooter, je ne suis pas prioritaire. J'ai quelques vidéos en attente sur Studer, Victron, des comparatifs, des rendements, des chargeurs, des choses très intéressantes aussi. Mais pareil, c'est pas que j'ai pas assez de contenu, j'en ai trop en fait. Quand il y a trop de vidéos à monter ensemble, c'est long. Les vidéos sur les groupes électrogènes en courant continu, j'en ai fait que la moitié. Puis j'ai pas réalisé les autres groupes électrogènes, donc je peux pas faire les autres vidéos. J'ai pas envie de faire en 2 fois. J'ai une vidéo sur le Solax, les onduleurs Solax, les solutions Solax. Vidéo qui est entamée. J'ai pas assez de rush et donc il faut que je fasse des montages, des courbes, des choses un peu explicatif, sinon en l'état c'est pas compréhensif. En ce moment, alors j'ai commencé le montage des vidéos sur l'eau potable, l'eau chaude, et ça va sur une autre question. On m'a demandé quand est-ce que tu filmes ta maison autonome. Alors a priori je la filmerai pas. Alors on peut pas dire jamais, mais c'est ma vie privée en fait la maison, donc je vais pas vraiment filmer la maison, même si vous la voyez de temps en temps en arrière-plan ou quand je montre un truc spécifique. Je vais plutôt faire des vidéos sur certains thèmes, et j'ai commencé en fait, puisque quand je parle de l'entretien des batteries, c'est ma maison. À un moment donné, je parle, s'il y a un vidéoprojecteur, c'est ma maison, et puis les autres, vous les avez pas encore vus, c'est sur le chauffe au gaz, la pointe électrique, la boucle d'eau chaude, le système pour la machine à laver, donc les filtres à eau, le cycle de l'eau dans la maison, tous ces trucs-là, ils sont préparés en fait, mais il n'est pas fini. C'est pas fini. Je suis en train de finir ma planche technique parce que je modifie un certain nombre d'installations, donc je ne mets pas spécialement un point d'honneur à le faire rapidement, ça ira au fur et à mesure. Le temps que je passe sur les vidéos, sur tout ça, alors on me dit souvent tu passes beaucoup de temps, ou oui et non. Par exemple, j'ai le test de la batterie Ultracell, ça m'a pris 2 semaines, mais j'ai pas passé 2 semaines à le faire. Ça a pris 2 semaines. Je lance le test, je fais des relevés de temps en temps, puis à côté je câble quelque chose pour un chantier, je prépare un chantier ou je fais autre chose. Parfois je fais d'autres vidéos en même temps que des tests en fait, puis voilà, c'est comme ça. Il y a certaines vidéos qui prennent 1 heure à filmer, 1 heure à monter. Celle-là va prendre 1h30 à filmer et puis peut-être 1h30 à monter. C'est pas très long. Je fais pas d'effets spéciaux. C'est pas une grande chaîne avec des caméras 4K, j'ai pas besoin d'un ordinateur compliqué. C'est simple en fait. Des fois je m'amuse à mettre des titres, des machins, mais je fais pas trop d'effets spéciaux. C'est le soir que ça me prend du temps. Des fois ça décale parce que j'ai aussi des études des clients, j'ai des mails à répondre, j'ai beaucoup de choses. Donc je m'impose des moments
où je fais ça. Ça me détend aussi de faire du montage, ça change du travail électrique lui-même. Faut pas que je le fasse trop tard parce que sinon je suis plus dans le jus. Et puis c'est un moment où j'ai le casque, je suis tranquille en train de faire mon montage. Ça varie, ça varie. C'est pas forcément nécessairement un plaisir, mais ça varie. Je prépare quasiment jamais mes vidéos. Là j'ai des choses décrites, mais genre j'ai fait ça il y a une demi-heure. J'ai pris des chiffres pour tout un tas de trucs que j'ai à parler à côté. Parce qu'il me faut des sources quand même, mais j'ai tout en tête et j'ai pas besoin de préparer. Ça c'est lié à mon passé de professeur en fait. Pour faire un oratoire, il y a besoin de savoir les choses en fait, juste besoin d'avoir la connaissance. Et puis parfois on trouve la méthode d'explication sur le tas. La vidéo sur le disjoncteur différentiel, mis à part d'avoir une éponge humide où j'ai eu l'idée le midi en me disant j'ai préparé le matériel le matin. Je suis rentré manger le midi, puis je me suis dit, ah tiens, c'est vrai, une éponge, ça serait pas mal. J'avais pas l'intention de m'électrocuter les doigts, j'aurais fait autrement, j'aurais fait des courts-circuits, enfin j'aurais fait quelque chose. Mais l'éponge, ça me paraissait super. Et puis c'est tout, en fait, ça s'est fait naturellement. Puis après, j'ai fait le montage dans l'ordre qui m'intéressait. Là où c'est le plus simple, c'est quand j'ai un tableau où je dessine directement. Je trouve ça bien plus simple que de faire les dessins sur ordinateur et de faire des montages, des courbes. Ça, c'est long à faire, c'est joli, mais c'est long. Avec ou sans logiciel de support, c'est long. Donc quand je fais par exemple la vidéo sur le MPPT où j'explique le SRNE, j'explique les courbes, je trouve ça bien plus simple comme ça, c'est pédagogique, j'explique en même temps, je monte, je modifie. Peut-être ça rend pas bien à l'image, c'est possible, mais je trouve ça plus simple. C'est comme si on me filmait en train de faire un cours, je trouve ça plus rapide. De temps en temps, quand il y a besoin de support plus joli, je fais des tableaux, je fais des courbes, je fais des choses. Ou alors quand la vidéo est très longue à préparer, bah oui, je le fais. Donc c'est comme ça. Et ça me gagne du temps. Des vidéos préparées, il y en aura. Il y en a eu, il y en aura d'autres. Puis en général, ce que je prépare, c'est pas le texte. C'est jamais le texte. Jamais, c'est l'ordre et les choses importantes à dire. Comme maintenant. Donc le choix des sujets c'est fait, la préparation c'est fait, les revenus, j'en ai parlé. On va passer aux questions, aux différents commentaires, à tout ce que j'ai à dire sur les commentaires. Je donne d'abord mon avis, puis après je vais citer des questions que vous m'avez posées. Je vais répondre, puis après on passera sur la partie entreprise. Mon entreprise et puis moi en général. Concernant les commentaires, alors il y en a des bons, des moins bons. J'ai en moyenne une centaine de commentaires par vidéo. Je dirais que sur 100 commentaires, j'en ai 2 que je considère mauvais, ou 3. Quand je dis mauvais, c'est mon appréciation personnelle, ça veut dire soit c'est une personne qui est agressive, qui dit du mal, qui insulte, ou quand on lit le commentaire, on n'a pas envie de continuer à lire les commentaires en fait. Ça arrive, je supprime aucun commentaire, je laisse, il n'y a pas d'intérêt, ou à moins que, si ça m'est arrivé de supprimer des commentaires, mais c'était des pubs, des robots, tu sais, quand c'est des trucs russes qui vous demandent des sous, enfin, quand je les vois, je les supprime, ils n'ont rien à foutre là. Quand c'est un vrai commentaire de quelqu'un qui pose une question, qui donne un avis sur la vidéo et qu'on voit qu'il a vu la vidéo, ou alors au moins il s'exprime à moi et pas à un autre youtubeur, bah, si je peux répondre, je réponds. Des fois, il n'y a rien à dire, je mets juste un petit pouce bleu, j'aime bien, ou un petit cœur. J'essaye de répondre, même si c'est méchant. Je dirais qu'il y a la moitié des mauvais commentaires qui sont juste des impolitesses, un manque de tact. Pas de formulation de phrases, des adjectifs un peu insultants ou qui peuvent être mal interprétés, qui peut-être d'origine ne sont pas méchants, mais bon, ça va, je m'en sors, mais bon, c'est dommage. Et puis les autres commentaires qui sont, ceux-là, j'aimerais bien qu'ils soient mieux modérés par les abonnés, par ceux qui regardent certainement cette vidéo. J'avais dit dans une précédente vidéo sur le fait que j'avais trop de travail et tout, d'ailleurs on m'avait même mis en commentaire comme quoi cette vidéo n'avait rien à foutre là. Bon, c'est ma chaîne, je mets des vidéos si je veux. J'avais parlé de mes difficultés et tout. On m'a dit, bah, qu'est-ce que ça fout là? C'est une chaîne technique. Bah oui, mais je parle justement il y a la vie de l'entreprise derrière. Enfin, je suis un artisan, je ne suis pas là que pour te divertir. J'ai souvent ce problème-là, c'est les gens qui me posent des questions complètement hors sujet. Je consens que YouTube est vachement organisé comme ça, où on peut poser des questions à son youtubeur préféré n'importe quand, n'importe comment. Mais si je fais une vidéo sur le disjoncteur différentiel, c'est un exemple, hein, je ne pense pas que j'avais ce commentaire-là en dessous, et qu'on me pose une question sur un groupe électrogène sous cette vidéo, si c'est hors sujet, allez dans l'espace communauté et posez votre question, c'est mieux. Ou envoyez-moi un mail, il faut savoir que mon mail est visible un peu partout. Il y a même des gens qui trouvent mon numéro de téléphone. Évitez de m'appeler, un SMS éventuellement. Quand il y a une question qui est hors sujet par rapport à la vidéo, j'aime pas y répondre. Parce que les gens, quand ils regardent la vidéo, les commentaires qui en dessous sont censés être en lien avec la vidéo, donc il y en a qui trouvent leur réponse. Et si ça part en live, c'est pas un débat sur les chasseurs ou sur autre chose, il n'y a pas de débat en fait. Il peut y avoir des échanges sur le sujet, comme sur la vidéo sur le bois déchiqueté, où on m'a dit oui, mais le méthane, le machin, ok, on a débattu un peu. Mais quand c'est complètement hors sujet, c'est embêtant. Des fois, j'ai pas envie de répondre. Alors j'essaie de recadrer, de répondre, mais de spécifier que j'ai mon mail, qu'on peut m'envoyer. Et des fois, ça continue. C'est un peu embêtant. Si ça pouvait être un peu moins souvent, ce serait pas mal. Et puis aussi, j'avais dit que je répondrais plus aux questions techniques. C'est-à-dire je ne ferai plus d'études gratuites par commentaire comme ça. Il m'arrive encore de le faire, ça dépend si j'ai le temps, si je suis de bonne humeur, si je peux appeler la personne, si elle m'a donné son numéro, tout ça. Mais c'est vrai qu'un commentaire qui est grand comme ça, qui ne tient même pas si on l'écrit dans une page A4,
Bah, j'ai pas envie de répondre parce que on lit le début et quand on arrive à la fin, on a oublié le début. Je fais quoi? Je réponds dès que je vois une phrase qui m'intéresse et du coup je fais du hors-sujet. Et je vais avoir 15 messages qui vont pas se comprendre entre eux et j'aurais fait de la merde. Non, si le message est trop long et trop compliqué, bah, c'est que vous avez un problème sur votre installation ou autre. Vous m'appelez, 50 € de l'heure, je vous fais un conseil. Voilà, je vais pas passer 1 heure sur le commentaire. Vous pouvez essayer, hein, allez-y, il y a peut-être un abonné qui va répondre à ma place. Hein, pourquoi. Mais bon, ces commentaires-là, j'essaie de les éviter quand même. Enfin, de pas trop insister dessus. Donc voilà pour la politesse et la courtoisie. Si possible, écrivez en français ou en anglais à la limite. J'entends par là sujet, verbe, complément. Mettez des noms, des adjectifs, hein, mettez des choses qui me permettent de lire la phrase parce que en électricité c'est super important. On dirait pas, on n'est pas obligé d'être fort en français, hein, mais quand on fait une hypothèse, quand on a un diagnostic de panne, c'est un vrai sujet là dont je vous parle. Hein. Si vous me dites voilà j'ai ça qui marche plus, mais que j'ai pas la marque, j'ai pas la référence, je sais pas sur quoi c'est branché, je sais pas où c'est, j'ai aucune info, vous voyez, la personne va être obligée de faire une tartine dans le commentaire. Envoie-moi un mail ou demande-moi comment te contacter, on fera un échange, un conseil, un truc. Mais là, il faut que je sache de quoi on parle. Éventuellement un bonjour au début, des fois ça m'arrive de l'oublier, un peu de quelque chose qui me permet de lire. Pas un SMS quoi, pas un truc avec que des abrégés, parce que moi les abrégés, ça peut vouloir dire plein de choses. Et oui, en énergie, il y a des abrégés qui veulent dire des trucs électriques, hein, donc s'il vous plaît. Vos commentaires, alors j'ai demandé à ma communauté s'ils avaient des questions pour les FAQ. Au départ j'avais commencé à lister pour faire des réponses directes, mais en fait je vais plutôt lire les commentaires. Vous allez voir la longueur des commentaires si vous n'avez pas déjà été voir. Vous allez voir que c'est compliqué de répondre aux commentaires, mais je vais le faire. Donc on y va. Pendant que je cherche les commentaires, on m'a demandé par rapport à mon entreprise si je m'en sortais mieux, si ça allait mieux, si j'arrivais mieux à gérer le surplus d'activité. Alors j'ai toujours un surplus d'activité, j'ai toujours plein de gens qui m'appellent, un petit peu moins. C'est vrai que les méthodes que j'ai mises en place ont fonctionné et je dirais que le plus gros de la méthode, c'est même pas tous les outils que j'ai mis en place parce que je m'en sers pas tant que ça. C'est le fait que je me suis rendu moins accessible. Vous ne voyez plus mon mail en début et en fin de vidéo, si ce n'est que vous pouvez le trouver. Hein. J'ai moins donné la facilité de me contacter pour éviter que n'importe qui me contacte sur un truc hors sujet dans un pays qui ne me concerne pas. Il faut que ça reste en lien, quoi. Donc un petit peu de difficulté pour le client pour au moins savoir ce qu'il veut, qu'il aille contacter la bonne personne, que je ne sois pas juste comme sur un chat. Et puis plus de rigueur personnelle, bien sûr, ça passe par le fait que je ne réponds pas au téléphone. Bien sûr, comme ça je filtre, je note au répondeur, je rappelle si j'oublie pas, si j'ai le temps. Si je peux pas, en général j'essaie d'envoyer un SMS ou j'appelle quand même pour dire je peux pas. Mais il y a plein de gens qui sont passés à la trappe et je ne retrouve même plus les coordonnées. Parce que sur répondeur, en plus, on peut perdre les messages. Quand c'est archivé, c'est supprimé. Enfin, il y a un moment donné, en fonction du nombre de messages, c'est compliqué. Mais oui, je m'en sors mieux. Alors, je m'en sors mieux. J'ai toujours un petit peu trop de travail à mon goût, dans le sens où j'ai d'autres choses à faire à titre perso. Mais c'est pas si grave. Je dis aux gens que je peux pas, puis c'est tout. Et je fais beaucoup plus de conseils. Beaucoup plus de conseils rémunérés. Avec le petit truc SumUp, là, j'ai un petit module de carte bancaire. Et puis j'envoie par lien un paiement. Ça se passe pas trop mal à ce niveau-là. J'ai eu quelques déboires, j'en ai eu notamment un, peut-être la personne est un abonné, je ne sais pas, que j'ai eu au téléphone. J'ai passé 1 heure gratuitement avec lui, alors que je devais lui facturer 50 €. Il voulait faire une remorque solaire, j'ai dit ça tombe bien, je suis fabricant de remorque solaire. Commande une étude, je lui fais un lien à 100 € pour l'étude, et moins d'une semaine après, il faut savoir que moi je suis en chantier, je suis en déplacement, on me demande une étude, je la fais pas le soir même. J'ai des gens qui sont passés avant, en fait, qui attendent déjà. Donc il y a un ordre. Et dans la semaine, le jeudi, je crois, il insiste, il veut une facture. Alors déjà, on n'est pas obligé de faire une facture pour les paiements comme ça, mais j'aurais volontiers fait une facture. Moi, j'ai l'habitude de faire une facture une fois que le service est fait. Parce que c'est la facture de ce que je viens de faire, donc il faut au moins que je puisse marquer dedans ce que j'ai fait. Mais je peux faire une facture à l'encaissement. Pour moi, je considère que c'est un acompte. Peut être 100% de la commande, mais je ferai la facture après. Donc il insiste beaucoup. Je lui dis que je m'occupais de lui. Il réinsiste avec impolitesse. Je lui dis gentiment que si c'est pour pas être poli et pour être pressant et stressant comme ça, je préfère qu'on en reste là. Il m'envoie balader, me réclame mes sous. Il veut que je le rembourse. Mais sauf qu'entre temps, moi j'ai eu des frais, parce que quand on paye avec un lien, il faut payer des frais. Puis moi j'ai passé 1 heure avec lui, j'ai repassé 1 heure sur son dossier. J'avais commencé à bosser sur l'étude. Je lui dis non, j'enlève 30 € quoi. C'est même pas le prix du conseil téléphonique. Je me suis fait insulter. Donc bon, non. Je vais essayer d'être un peu plus clair dans les délais que je peux faire. Là, j'ai des études qui sont en cours, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. C'est la vie en fait. Alors la communauté. Alors j'ai eu 21 commentaires. Il y en a qui sont de moi. Un commentaire de Système Prime 84. Salut Guillaume. Alors question. Quel est le bilan des mesures que tu as prises pour la mise en place de limiter le nombre de sollicitations? Je viens d'en parler. Et pratiquement en lien avec la précédente, est-ce que ton activité est toujours aussi importante? Est-ce que cela s'est un peu calmé? Oui, c'est en lien avec la précédente.
Ça s'est un peu calmé parce qu'en hiver, les gens ont eu peur de manquer d'énergie et donc j'avais plein de gens qui m'appelaient. Et là maintenant, il fait beau, donc les gens vont se réveiller. Pareil, c'est des à-coups comme ça. Je suis habitué. Là, c'est les festivals qui se réveillent. Enfin, après 3 ans. Magali, il y a 3 petits points derrière. Je n'ai pas la suite du nom de la personne. Un message de Magali. La gestion des commentaires est réellement compliquée. Il y a des commentaires que je ne peux pas lire, commentaires auxquels je ne peux pas répondre. Et ce qui est écrit en haut, c'est pas forcément votre vrai nom, c'est pas forcément votre pseudo, c'est un nom que YouTube a mis. Moi-même, c'est Guillaume quelque chose, alors que c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est compliqué. Bonjour Guillaume, j'ai 2 questions pour la FAQ. Que pensez-vous des systèmes des nouveaux studers Next 1 et Next 3 par rapport à un système Victron? Alors, j'avais une vidéo de prévue là-dessus. J'avais un client qui était intéressé par un Next 3, si ce n'est que c'est un peu cher. Alors le Next 3 complet, il est à 30 000 € à peu près. Ça paraît cher, c'est du Studer. Par rapport à du matériel Studer qui ferait la même chose, c'est moins cher que si on assemblait plein d'onduleurs pour faire du 15 000 watts. C'est fait pour mettre beaucoup de panneaux. Et par rapport à du Victron, c'est un peu plus cher, mais pas beaucoup plus. Ce que j'en pense, alors c'est quand même du tout en un, je suis pas un grand fan du tout en un, si ce n'est que c'est effectivement rapide à câbler. C'est pas un tout en un mal foutu, si vous voulez, c'est des cartes électroniques qu'il y a dedans séparées. On peut avoir la boîte qui n'a pas l'écran, ou qui n'a pas le chargeur, ou qui n'est pas obligé d'avoir tous les modules à l'intérieur, c'est du modulaire. Donc effectivement, quand il y a une panne, ça peut être une panne d'un module. Mais ça n'empêche pas que l'onduleur, pour le SAV, il faut l'emmener au SAV Studer. Donc à moins de s'y connaître vraiment pour débrancher la carte, étant donné que je n'en ai pas eu entre les mains, je ne peux pas être sûr qu'on puisse l'enlever ou quoi. On est quand même sur quelque chose où on a un risque d'avoir tout qui est en panne. Mais bon, sur du matériel qui est super fiable comme ça, c'est assez rare. J'en pense quoi? J'en penserai quelque chose quand j'en aurai installé un, je pense. Et mis à part la comparaison avec les prix, par regarder les catalogues, c'est tout ce que je pourrais dire en fait. Que penser en système off-grid ou backup de l'association, je suppose, d'un multiplus principalement 3 ou 5 kVA avec des IQ5, donc des en phase. En principe, cela est maintenant possible, mais y a-t-il un risque d'abîmer le Q-relais avec des variations de fréquence? Alors le Q-relais, c'est le relais qui découpe le système du réseau. C'est-à-dire que par précaution, normalement les micro-onduleurs le font tout seuls, par précaution, tant que le réseau n'est pas revenu et qu'il n'est pas stable, on ne reconnecte pas les micro-onduleurs à l'installation. Alors, étant donné que ce relais, on le met sur le côté input du multiplus, à l'entrée, eh ben, ça n'a pas de raison de l'abîmer, puisqu'au moment où le réseau est parti, il n'y a plus de jus. L'onduleur se met en boucle fermée sur le output avec les micro-onduleurs. Il fait de la variation de fréquence en fonction de l'état des batteries, mais il n'envoie rien sur le input, sur le Q-relais, puisqu'il n'y a pas de réseau. C'est le réseau qui alimente l'entrée de l'onduleur, c'est pas le contraire. Il faut attendre qu'il soit sous tension pour injecter. Il y a une des questions comme ça plus loin. Donc non, ça l'abîme pas. Après, le IQ7, je ne sais pas du tout s'il est compatible. Moi, je n'installe pas de en phase. Pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'ils disent que le IQ8+ est bon et compatible, mais pas le 7. Alors, s'il y a une mise à jour, tant mieux, mais j'en sais rien. Je les aime pas, les micro-onduleurs, donc je les mets pas. Donc, je fais pas de réseau non plus. Donc, Le commentaire de Julien B7311. Hello, pour la FAQ, peut-on brancher tous les convertisseurs pur sinus sur le réseau? Ou comment savoir si un onduleur convertisseur peut se brancher sur le réseau pour injecter gratuitement son surplus plutôt que de gaspiller cet été? Quel test peut-on faire? Alors non, ils sont pas tous, on ne peut pas tous les mettre. En fait, à partir du moment où c'est un onduleur, techniquement il pourrait, puisqu'il fabrique du 230. Sauf qu'il faut qu'il reconnaisse le réseau, qu'il détecte sa fiabilité, donc qu'il y ait déjà un Q-relais entre guillemets à l'intérieur, en fait qu'il ait déjà une certaine sécurité pour ne pas injecter s'il n'y a pas de réseau, donc il doit reconnaître le réseau et il doit se synchroniser dessus. Et après il doit gérer son courant. Et il doit être en mesure de détecter qu'il n'y a plus de réseau. Pas en se mettant en surcharge et en défaut, mais vraiment en détectant qu'il n'y a plus de réseau. Donc électriquement, c'est plutôt un générateur de courant dans ce cas-là, plutôt qu'un générateur de tension. Et la tension vient du réseau, donc l'image de la tension, c'est le réseau. Et le générateur de courant vient apporter de l'énergie dessus. Dès que le réseau tombe, il n'y a plus de tension, donc on ne peut plus faire de courant. C'est pas vrai pour tous les onduleurs, il y a des onduleurs qui nous surprennent, des fois ils arrivent à injecter tout ça. Tant que le fabricant n'a pas dit qu'on pouvait, on le fait pas. Je vois pas quelle autre réponse j'aurais pu donner. Si c'est pas fait pour, on le fait pas. Typiquement, les extenders peuvent le faire, même si je l'ai pas encore testé, ça va venir. Les multiplus peuvent le faire. Normalement, les quattro et les multiplus de base peuvent le faire aussi, mais c'est une histoire d'application, d'assistant dedans, donc je suis pas certain qu'ils le fassent très très bien, mais normalement ils le font. Ceux qui sont faits pour, en fait, certains Solax, certains onduleurs faits pour. Ce que je peux dire d'autre. Il y a plein de marques. Comment tu pilotes tes relais achetés haute tension?
suppose, automobile, donc ce sont les contacteurs de démarrage, à partir d'un contrôleur batterie et d'un relais de tension. Donc ça, c'est pour mon système d'eau chaude low-tech. Comment est-ce que je commande ce fameux relais qui va sur l'eau chaude? C'est pas forcément un relais de démarrage. Moi, j'utilise celui-là, mais on peut mettre un contacteur triphasé, on peut mettre tous les contacteurs qu'on veut, du moment qu'on a des condensateurs pour souffler l'arc. Alors, comment je le commande? Eh ben, y a un fil qui est sur le moins ou le neutre si c'est un contacteur en 230. Mais admettons que c'est en 12 volts. Donc, il y a un fil sur les 0 volts et l'autre fil, il passe par les différents contacts de commande. En règle générale, ce sont des contacts en série. Donc, il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'il fonctionne. Je mets un contact sur le contrôleur batterie si c'est un BMW 700 Victron qui permet de détecter le pourcentage ou la tension. À minima, il faut au moins la tension. On peut faire qu'avec la tension. Chez moi, je fais qu'avec la tension en ce moment, mais je vais rajouter le pourcentage puisque ça m'embête un peu l'hiver. J'ai justement un autre interrupteur qui est un mode on-off automatique. Donc c'est un genre de bypass qui est aussi sur la boucle. Donc la marche manuelle ou l'arrêt manuel, la détection de tension. Donc on peut utiliser le contrôleur batterie ou le contact de l'onduleur ou le contact d'un régulateur solaire, s'il y en a un, et le pourcentage. Donc il faut qu'il y ait un appareil qui mesure le pourcentage et qu'à partir d'un certain pourcentage, on enclenche le relais. Donc ça fait 3 ou 4 interrupteurs en série qui vont se brancher sur le 12 volts ou le 24 volts ou la source qui correspond au relais et qui va donc commander la puissance. C'est pas si compliqué, c'est un allumage en fait avec des interrupteurs. Question 3. Est-il plus intéressant d'avoir un circuit panneau vers MPPT vers batterie ou bien panneau vers onduleur 220, vers chargeur sulfateur batterie, vers batterie pour charger les batteries? En gros, est-ce qu'on charge en DC ou en AC? En gros, si on fait panneau solaire, régulateur solaire, batterie, DC, ou panneau solaire, micro-onduleur, onduleur chargeur, batterie. C'est plus intéressant de prendre le MPPT qui va avoir un rendement très élevé. J'ai fait une vidéo là-dessus. 97%. J'ai pas fait la vidéo, si j'ai fait une vidéo sur les onduleurs chargeurs, mais j'ai pas fait la vidéo sur les rendements. Mais vous l'avez dans la vidéo sur la Winston et sur la Queen Power où je rajoute le rendement du chargeur et de l'onduleur. Et on tombe à des pourcentages de merde. Enfin, on a 80% de rendement chargeur ou 70%. Donc on vire 30% de la production en fait. C'est logique. Plus on cumule des conversions, plus on va avoir de pertes. Voilà. Si on passe par des micro-onduleurs, c'est qu'on a l'objectif d'injecter le plus possible sur la baraque ou sur le réseau et d'en ponctionner un petit peu pour les batteries. Mais si le but c'est de tout envoyer dans les batteries, ça sert à rien de faire passer en 230 puis repasser en continu. T'as pas d'intérêt. J'ai horreur de ces systèmes-là. En plus, c'est énergivore, c'est pas très flexible. C'est bien pour des hameaux sur plusieurs kilomètres, mais en local, pas besoin. Après, on peut toujours discuter de qu'est-ce qui est le plus intéressant. Des fois, il y a l'existant. Hein. Il y a un système existant et on fait avec. Commentaire de Baptiste Salomon 21, j'ai pas la suite. Lorsque l'on a une installation photovoltaïque avec des micro-onduleurs en autoconsommation, tiens, c'est en lien, quels sont les différents moyens d'y ajouter des batteries? Il n'y en a qu'un. Utiliser des micro-onduleurs compatibles avec la variation de fréquence et d'utiliser un onduleur chargeur qui envoie des variations de fréquence pour charger les batteries. Et aujourd'hui, les seuls que je connais, si on parle de micro-onduleurs, c'est les IQ8 avec le multiplus 2. Mais sinon, après, les onduleurs Fronius, ils sont centralisés, les onduleurs SMA, toutes les sous-marques de ceux-là. Hein, donc. Alors avant, il y avait Victron, les anciens Victron, c'était les Blue Solar, je ne sais plus, c'était en 2013. Tous ceux qui sont compatibles avec des variations de fréquence en îlotage, ils vont être compatibles avec un onduleur chargeur tel que le Sony Island, pour SMA, le Multiplus 2 pour Victron, le Extender pour Studer et d'autres marques. Il y a plein d'autres marques en fait que j'utilise pas, mais si vous avez des marques comme Xantrex, Schneider, Mastervolt, Steka c'est pareil que Studer. Il y a des pays où il y a d'autres marques et du moment que le protocole est respecté, ça fonctionne. Donc si vous êtes en France, je vous conseille de ne pas utiliser le micro-onduleur. En fait, la question elle est flouée parce que c'est le micro-onduleur qui doit être compatible. C'est lui qui doit accepter qu'on lui envoie une fréquence variable et qui doit réagir en conséquence. Si lui le fait pas, tous les autres onduleurs, même le Daillé que j'ai mis sur la chaîne à un moment donné, en fait, si le micro-onduleur il est incapable de faire varier sa puissance en fonction de la fréquence, vous allez faire du tout ou rien, plein pot ou pas, et vous allez défoncer les batteries, ça va être compliqué, et vous allez gueuler. Non, si le micro-onduleur c'est de la merde à l'origine, enfin en tout cas, si le micro-onduleur n'est pas fait pour ça et que vous croyez qu'il y était, ou alors que vous n'avez pas posé la question au début, c'est mort. Moi j'ai plein de gens qui m'appellent, qui me disent tiens je voulais préparer, je voudrais me mettre en autonomie plus tard, mais pour l'instant je refais de la revente réseau, je leur donne le conseil, puis pouf, ils prennent le premier onduleur venu, puis après ils disent on verra plus tard. Je dis mais non, c'était là qu'il fallait choisir le bon produit. Ah oui mais c'est bon, ça marche. Bon dans 10 ans, en 10 ans tu changeras ton produit, ou dans 5 ans. Je dirais que c'est celui qui vend les micro-onduleurs qui devrait conseiller, mais bon, comme s'il y a qu'une marque qui le fait, il va vendre qu'une marque. Alors, salut Guillaume, Seb Sub 31. Merci pour tes vidéos qui apportent énormément de réponses à nos questions, c'est gentil. Mais j'ai une question, j'ai une question pour la FAQ, peut-être hors sujet. J'entends de plus en plus, enfin par chez moi, parler de panneaux hybrides. Ils parlent de panneaux
Dualsun. Alors autrefois, Dualsun, c'était une marque qui faisait des panneaux thermiques et photovoltaïques. Là, ça peut être intéressant que je fasse une vidéo dessus, c'est un peu complexe. Maintenant, Dualsun fait aussi du photovoltaïque tout court, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un panneau photovoltaïque et derrière, vous avez un capteur qui récupère la chaleur pour faire de l'eau chaude. Ce sont de ces panneaux-là qu'on parle. Alors, l'investissement conséquent est-il rentable? Non, c'est jamais rentable. Ça dépend par rapport à quoi, si tu chauffes au fuel ou ça dépend par rapport à quoi. Ou est-il préférable de partir sur une installation PV standard avec un thermodynamique et 2 routeurs, par exemple? Le surplus verse, j'essaie de lire comme c'est écrit, verse cumulus plutôt que de se tourner vers une telle installation, point d'interrogation. Merci à toi. Bon, j'ai compris. Les phrases sont pas... Mais j'ai compris. J'avais envie de dire, tu fais ce que tu veux, mais j'ai eu un exemple. J'ai eu une installation d'un collègue à moi. Je ferai une vidéo d'ailleurs où je parlerai de mes différents collègues, de ce qu'ils font, dans quelle région, enfin en tout cas s'ils le veulent, pour que je leur envoie des clients. Et donc ce monsieur a fait une installation autonome et avec un ballon d'eau chaude, des panneaux du Dual Energy, enfin de bi-énergie comme ça. Je ne vais pas parler de ton installation, ce n'était pas le sujet, mais en tout cas, il y avait une incompréhension sur la fiche technique du panneau. En gros, si vous avez un panneau de 100 watts, on va simplifier, 100 watts photovoltaïque, ce panneau-là susceptible de produire à peu près 300 watts de chaleur. C'est-à-dire que sur les 1000 watts au mètre carré qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il en reçoit 500, parce que 100 watts c'est un demi-mètre carré, sur les 500 watts qu'il reçoit, il y en a 100 qu'il arrive à convertir en électricité. Il y en a approximativement 75 qui sont réfléchis par le verre. Et il y a une partie qui est convertie en chaleur derrière le panneau. Pas tout. Tout n'est pas récupérable derrière le panneau non plus. Donc il faut imaginer qu'on se retrouve avec quelque chose de l'ordre de 300 watts au mètre carré, c'est-à-dire 3 fois moins que le chauffe-eau solaire traditionnel. Mais souvent c'est pas grave parce qu'on a souvent 3 fois plus de surface en photovoltaïque. Donc souvent on met plus et on a l'équivalent de ce qui nous intéresse pour faire de l'eau chaude. Sauf que, chose qui n'était pas claire, c'est que ce n'est pas un rayonnement direct avec un effet de serre à l'intérieur, c'est uniquement une sorte de conduction de chaleur de la cellule photovoltaïque vers l'eau chaude. Donc c'est la cellule photovoltaïque qui doit chauffer pour pouvoir chauffer l'eau chaude. Donc sur le papier, c'est censé refroidir la cellule, mais en fait ça ne la refroidit pas vraiment, puisque pour faire de l'eau chaude, il faut que l'eau dans le capteur soit à 60-80 degrés. Et la température normale d'un capteur en plein soleil, c'est 70. Normal, là par exemple, si je mesure, il doit être à 50 ou 70. Il ne chauffe pas tant que ça. Un panneau solaire thermique va monter à 110, 120, 130 degrés. Il va faire de la chaleur. Un panneau photovoltaïque, il ne va pas faire de la chaleur. Il va y en avoir, mais il va en falloir plus que ça pour faire de l'eau chaude. Parce qu'on va faire de l'eau chaude à 40 degrés du coup. C'est pas assez. Donc effectivement, il n'y a pas d'eau chaude derrière. Ce qu'il faut, c'est réfrigérer le panneau. Ce qui est un peu débile, mais en gros, c'est-à-dire qu'en fait, il faut un système de pompe à chaleur au haut derrière, sur lequel il faut la régler, il faut voir les produits qui existent. Il faudrait maintenir le panneau à 20 degrés, non pas le faire geler, et avoir la possibilité d'avoir un grand débit d'eau, et puis faire de la chaleur à 60-70 degrés dans le ballon. Là, ça marcherait, mais pas en direct comme ça. Si on veut mettre en direct, il faut que ce soit de la basse température, donc plutôt du plancher chauffant ou ce genre de choses. Et ça veut dire aussi qu'il faut gérer le hors-gel. Bah oui, parce que du coup, ça peut geler. Et puis le panneau, il n'est pas isolé, pas plus qu'un panneau thermique, il n'y a pas de lame d'air, il n'y a rien, donc il va gaspiller plus l'hiver, mais bon, pourquoi pas. Alors il y a un autre système qui consiste, c'est chez Sistovi, Sister, ils appellent ça, c'est à Saint-Herblain. C'est comme on met un bac acier sous les panneaux solaires qui sont étanches en toiture et on récupère l'air chaud pour un ballon thermodynamique. Donc lequel est le plus intéressant? Les deux. C'est juste que si tu utilises l'énergie du photovoltaïque pour ton chauffe-eau électrique et que ça sert que à ça, enfin, je veux dire, c'est un peu débile, parce autant coupler l'utile à l'agréable, donc c'est vrai que c'est bien de prendre du Dualsun. Moi, j'utilise le surplus d'énergie photovoltaïque pour faire de l'eau chaude. Le bon but, c'est pas de faire de l'eau chaude concrètement, c'est le surplus. Ça arrive, il y a quelques chantiers où on fait quasiment que de l'eau chaude, mais pas un rendement de ouf le mètre carré en photovoltaïque. C'est vraiment, l'idée c'est d'améliorer les rendements, c'est pas de gaspiller l'énergie. Si c'est couplé à un système thermodynamique eau, oui. Si c'est juste un chauffe-eau solaire avec un circulateur, non. Ou alors ce sera un préparateur. Alors une question de Bebel 50630. Quelles sont les batteries pour de l'autoconsommation, donc avec des décharges quotidiennes fréquentes? Quelles seraient les bonnes batteries, je suppose? Réponse dans tes vidéos précédentes, mais peut-être à préciser suivant les tests. En gros, si c'est des cyclages, tous les jours, c'est tout ce qui est lithium, lithium fer phosphate, lithium polymère, lithium titanate. Dès que c'est susceptible d'avoir un très bon rendement en cyclage, voilà, lithium. Vous faites ça tous les jours, même une batterie qui a 2000 cycles, ça va vite. Gmalpl 9876. Bonjour Guillaume, pourriez-vous faire une vidéo sur un traceur solaire qui utilise des petits panneaux solaires? Peu importe, petit ou grand, c'est un peu à cheval entre deux activités agricoles et électricité.
Je vois pas pourquoi. Le tout avec schéma de montage, liste, fournisseur, matériel, voir absolument. Donc oui, j'ai prévu de faire un jour une vidéo sur le suiveur solaire. J'avais déjà fait les choses là-dessus, mais j'avais pas encore ma chaîne YouTube. J'ai plutôt l'intention d'en construire un. Bon voilà, c'est comme tous les projets, ça se fera en son temps. Je me forcerai pas. Par contre, je ferai pas schéma de montage, liste, fournisseur, matériel, absolument tout. Dans ce cas-là, il faudrait que je vende des kits en fait. Il faudrait que mais je suis pas rendu là, puis peut-être je le ferai jamais. C'est pas que du open source, enfin, c'est un taf de dingue, ne serait-ce que de mettre la liste de tous les produits. Moi, dans mes devis, j'ai des lignes consommables, j'ai des lignes... Parce que je sais, je les ai en stock, régulièrement, je vérifie mon stock, je rachète des Colson. Là, il faudrait que je mette tout. C'est long. Même le schéma, il est parfois pas tout à fait adapté à tout le monde. Quand je fais des mécanismes comme ça, j'essaye de mettre des schémas et autres, et ça passe vachement mal à l'image, les schémas. J'ai beau les mettre avec la meilleure qualité possible, YouTube, quand on est en format H264, pour ceux qui savent, les photos, les schémas, ils passent pas bien, même si on essaye d'augmenter la qualité, c'est pas facile. Souvent, je fais apparaître le schéma grossièrement, et puis si les gens ils veulent, je leur envoie. Mais je passe du temps à faire les schémas, donc à moins d'avoir vendu la prestation à un client, je ne vais pas systématiquement faire ça. Ça peut arriver, hein, peut-être que je le ferai. Je sais pas. Alors Yves Roux quelque chose, donc sûrement Yves Rousseau. Bonjour, ta chaîne est une mine d'informations. Y coupler une FAQ peut rendre le contenu plus accessible. Merci. Florent Clarette 42. Bonjour, bonjour. Quelles sont les obligations administratives pour installer des panneaux thermiques sur son toit? Sont-elles les mêmes que pour le photovoltaïque? Merci beaucoup pour vos vidéos. Elles m'ont beaucoup aidé pour faire mon installation. Très bien. Alors, c'est pas tellement à moi de répondre à ça, mais oui et non. Chaque commune est différente. C'est même pas un département, commune, région. J'ai une cliente par exemple, là, il n'y avait pas besoin de démarche pour les panneaux thermiques. Pas de taxes, rien, pas de surplus, même pas d'assurance, mais il y en avait besoin pour les panneaux photovoltaïques. Puis d'autres, c'est les deux. En gros, si c'est sur la maison, c'est une modification de façade, donc c'est une déclaration préalable. Si c'est autre part, c'est suivant la hauteur, si c'est plus d'1,80 m, c'est permis de construire. La surface aussi, le type de terrain, si c'est agricole, il faut justifier, aussi ça va au-dessus de 20 m². Oui, il y a des démarches. Après, si vous ne le faites pas, c'est pas à moi de le faire. Ça dépend de votre commune. Je ne peux pas trop répondre à ça. Céline Cella 8556. Bonjour, deux questions très basiques. J'ai réglé mon onduleur sur 50... Alors c'est pas basique en fait. Sur 54 volts, j'ai 4 ultracell en 200 Ah et 46 volts mini par défaut sur l'onduleur. 46 volts correspond-il à 50% de décharge? Point d'interrogation. Si oui, à quel voltage correspond 30% de décharge? Point d'interrogation. C'est plus compliqué que ça. Je fais une vidéo test sur la batterie ultracell. Il faudra la regarder. J'essaierai d'expliquer au mieux là-dedans. Mais en gros, là déjà les réglages sont mauvais. 54 volts c'est pas assez, et le mini c'est 43,2 je crois, ou là c'est 0%, et en fait sur une batterie plomb on peut pas vraiment dire que la tension c'est l'image du pourcentage. On peut, mais à vide, c'est-à-dire qu'il faut ni produire ni charger ni décharger, et on regarde la tension et on a une certaine linéarité, mais en fonctionnement, si on se contente de régler des seuils, ça reste des seuils, c'est relatif. Moi personnellement, si on met entre 44 et 46, ouais, ça va faire entre 20 et 30% pour moi, mais c'est de tête. C'est plus compliqué que ça. C'est une sécurité, mais on ne peut pas dire que c'est un pourcentage. Et ça dépend de la température ambiante, ça dépend de plein de choses. La réponse est trop compliquée, en tout cas pour une FAQ. À quoi correspond un cycle, vu que les batteries chargent et déchargent en permanence en fait? Et bien en fait, à chaque fois qu'on a rechargé la batterie à 100%, c'est la fin d'un cycle. À chaque fois. Si on a consommé 1% puis qu'on l'a rechargé à 100%, on a fait un cycle à 1%. Si on a déchargé de 30% la batterie, puis qu'on ne l'a pas rechargé le lendemain, ou alors que c'est pas rechargé complètement, et qu'on la redécharge, on n'a pas fait un cycle, on a fait du biberonnage. Et le biberonnage, ça n'aime pas. Donc c'est pire qu'un cycle, puisqu'on n'a pas été jusqu'à la recharge complète. En tout cas, quand c'est du plomb. Moi, je considère que c'est un cycle à partir du moment où on fait décharge-charge, même si elle n'est pas complète. Puisqu'il y a eu un mouvement de charge-décharge, et je considère que c'est un cycle. Après, c'est pour simplifier les calculs. Mais bon, les petits cycles de 10-20%, on peut en faire des milliers sur la plupart des batteries, c'est pas très grave. Partage et bienveillance. Bonjour Guillaume et merci pour vos vidéos, très instructives. Personnellement, je bloque sur un problème de terre sur mon installation mobile. Ça c'est un message très très long. Prenons un diable ménager qui peut servir à la fois dans un véhicule de loisir, ainsi, auquel cas la terre reliée à la masse du châssis, là pas de problème, hormis le fait de travailler à l'extérieur avec de l'électroménager par exemple, et votre dernière vidéo nous renseigne fort bien à ce sujet, point. Pas de question. Mais quid de la mise en œuvre de ce diable équipé d'une installation lambda, batterie FIFPO 4, donc c'est LiFePO 4 je suppose, de 500 ampères mini, c'est énorme 500 ampères, mais bon. Un gros convertisseur 12-220, pur S, donc sinus, un MPPT adapté pour deux panneaux 450 watts avec colombe-mètre, c'est un ampère-mètre, tous les sectionneurs positionnés là où il faut et tout câblé en bonne dimension. Comme dans ma vidéo, en fait, tu mets le neutre à la terre et tu t'arranges pour faire une terre sur ton châssis et puis c'est l'équivalent d'un véhicule. Tu mets un piquet de terre,
une plaque. Pour un chalet en montagne, un bon piquet de terre en demeure fera l'affaire, oui. Mais pour un appartement en immeuble avec 2 panneaux sur la terrasse pour faire fonctionner l'électroménager et l'informatique branchée directement au convertisseur, donc indépendamment du tableau électrique, qu'en est-il de cette fameuse terre reliée au tableau? Oui, la terre c'est la terre, donc vous branchez n'importe quelle terre sur n'importe quelle prise, de préférence dans le coffret. Le piquet de terre, c'est le piquet de terre de immeuble. Si vous remettez une terre, ce sera la même chose. Donc vous branchez sur la terre existante de votre coffret que la terre. C'est une masse en fait du coup. Et c'est bon comme ça. Donc c'est pareil pour tous les EcoFlow et tout ça, tous les petits Blue Yeti, tous les petits trucs autonomes. Il leur faudrait une terre avec un différentiel. Donc utilisez la terre de votre logement. Là je sèche, oui, ben voilà. Fin des commentaires. On a fini. Wouhou! Alors voilà pour tous les commentaires. J'espère que j'ai répondu aux différentes questions. On va passer maintenant à mon entreprise. Ce que je voulais dire là-dessus. Au cours de mes 15-16 années d'activité, j'ai eu des chiffres d'affaires très très variés. Le plus élevé étant en 2008 où on était 4 dans l'entreprise, on a eu 350 000 euros de chiffre sur 24 mois, donc pas tant que ça. Le plus faible étant, je crois, 2013 avec 3 ou 4 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, hein, c'est à l'année. Et j'ai eu beaucoup d'années à moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, je dirais entre 2013 et 2017. J'étais en général à moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Au micro-entreprise, peu de clientèle, surtout du service, pas beaucoup de ventes. Voilà, ça vivote. Et 2019, donc j'ai créé la Watterie. J'ai simplifié pour le passé. 2019, j'ai créé la Watterie. Et j'ai eu donc le chiffre d'affaires dont je vais vous parler. Ça va être un peu de transparence, mais ça a un but derrière. Alors en 2020, j'ai eu 40 000 euros, c'est du TTC. 40 604 euros de chiffre d'affaires. 2020, c'est-à-dire entre 2019 et 2020. Enfin, en 2020, c'était le bilan de l'année précédente. C'est pas beaucoup. C'était un peu le redécollage de l'activité. Pas beaucoup de chantiers, beaucoup de petits chantiers. C'était un peu le redémarrage. Ça rémunère pas du tout. On va voir après de ce que ça représente la rémunération. 2021, j'ai eu 74 800 euros. C'est toujours du TTC. C'est pour que vous compreniez ce que j'ai encaissé en fait. 14 800 euros, c'était un peu mieux, plutôt équilibré, marche pas énorme. Et puis 2022, je pense grâce à la chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup plus de chantiers et je suis passé à 120 000 euros. Alors c'est pas tout à fait 120 000, c'est 121 000 quelque chose. 120 000 euros TTC de chiffre d'affaires. Alors pour vous l'expliquer, ça correspond à peu près à une installation par mois de 10 000 euros. C'était pas tout à fait ça, mais on va faire comme si. Parce qu'on va dire que j'ai dû faire l'équivalent de 11 installations et le reste c'était que du service, du conseil, des trucs pas très rémunérateurs en matériel mais plus en conseil, en main d'œuvre. Mais globalement, dans l'ensemble, c'est représentatif. Alors je vous ai pris un exemple d'une installation que j'ai fait très récemment, qui m'a été commandée fin 2022 et qui a été finie là. C'est l'installation où je vais partager une photo avec les panneaux solaires bifaciaux, installation 100% Victron avec la gestion de l'eau chaude. Donc il y avait 3850 watts crête de panneaux solaires, 30 kWh de batterie, une grosse batterie en 48 volts, 100% Victron et la gestion de l'eau chaude. Donc ça inclut pas le ballon d'eau chaude, mais toute la partie régulation de l'eau chaude. Donc ça a coûté au client 12 188 euros l'installation. Donc quand je disais que c'était 3 000 euros par kilowatt, donc vous voyez, vous faites presque 3 x 4, 12, on est à peu près par là, puisqu'on est presque à 4000 watts, on n'est pas loin. Petite information, une batterie de 30 kWh, moi la batterie de 30 kWh, elle a coûté 90 euros par kilowattheure stocké. C'est rien du tout. Et pourquoi? Parce que c'était une batterie régénérée qui va donc avoir la moitié de sa durée de vie, donc c'est comme si elle était moitié prix, et c'est du plomb. Elle n'est pas chère. Les prix augmentent, mais quand on voit qu'on est à 430 euros pour le lithium et puis en batterie non régénérée neuve, on est quand même un peu plus élevé. Là, le client, il s'en tire très très bien, là, franchement. Alors, qu'est-ce que j'ai eu sur ce chantier? Ce chantier a représenté 24 heures de travail effectif en atelier et sur place, et une vingtaine d'heures de travail à peu près, je ne sais pas si on peut les heures cachées, tout ce qui est commerce, devis, études, aller chercher le matériel, préparer le chantier, voilà, ces heures cachées. Donc ça fait à peu près 44 heures, l'équivalent d'une semaine, un peu moins d'une semaine de travail. Parce qu'un artisan, ça fait plus que 35 heures de travail par semaine. Il y en a qui le savent. Grosso modo, sur ces 12 188 euros, payé 2031 euros de TVA, puisque j'encaisse du TTC, je rends de la TVA. J'ai payé 7 700 euros hors taxe, donc, puisque j'ai déjà rendu la TVA, d'achat de matériel, ce qui fait qu'il reste 2 457 euros sur les 12 000. Ça représente 24,2%, et ça, c'est ce qu'on appelle la marge.
quand on vous parle de marge dans une entreprise, c'est pas le bénéfice et c'est pas ce qu'on gagne. C'est la différence entre les achats et les ventes. Donc la différence entre les achats et les ventes, et on calcule leurs taxes, et ben chez moi c'est 24,2%. Je crois que à l'année c'est 28, ce qui est un peu de service en plus. Et avec cette marge, on doit tout payer. Et à la fin, on aura du bénéfice. Il y a plein de gens qui confondent marge et bénéfice. Mais bon, voilà. Alors, ce qui me reste à payer, j'ai à peu près 1324 € de charges. Quand j'entends par charge, tout ce qui est charges externes, les impôts, les taxes, les frais. Donc, par exemple, le véhicule, l'outillage, les locations de tel ou tel lieu, voilà, le comptable, la banque, le téléphone, les frais, quoi. Donc toutes les charges, c'est pas des achats de matériel, c'est des charges externes, et ben il y en a à peu près pour 1300 €. Une fois retiré ces 1324 € de charges, il me reste deux choses, deux lignes, il me reste 709 € pour les salaires et cotisations pour cette installation. Donc sur cette installation, on va dire d'une semaine, l'entreprise va avoir à payer mon salaire et les cotisations sociales, sauf que je vous ai dit que je fais une installation par mois. Ça prend beaucoup plus qu'une semaine à faire une installation comme ça, il y a beaucoup de choses à préparer. Globalement, je ne peux pas en faire plus que 2 par mois, je crois. Mon rythme, c'est une par mois, et donc ces 709 € vont me servir à payer mes rémunérations qui sont de 529 € par mois. C'est ce que je touche, ce sont mes revenus. Ça n'a jamais été aussi élevé. J'ai toujours été entre 100 et 300. Il y en a qui vont crier, mais si, c'est vrai, c'est ce que je touche. Je ne crie pas, je ne me plains pas. Je n'ai pas besoin de 1000 € de SMIC. En gros, il me faut à peu près 5000 € par an pour vivre. Bon voilà, si j'ai 529, je suis un peu au-dessus. Je ne le fais pas exprès. C'est pas volontaire. Hein. Donc ces 709 €, il y a les cotisations sociales, donc c'est pour ça que ça fait pas. Je ne touche que 529. Et il y a 424 € de bénéfices. Alors les bénéfices, c'est l'argent qui reste pour l'entreprise soit pour décider de plus me rémunérer, admettons, pour faire le stock, gérer les imprévus, racheter du matériel si je dois changer des outils et autres. Il faut du bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, de toute façon la boîte est cool. Et ça représente 4,17%. C'est pas beaucoup. Les multinationales n'ont pas beaucoup plus, hein, c'est juste que c'est des chiffres énormes. Et pourquoi c'est pas beaucoup? C'est parce que la plupart du matériel que je vends, puis même les services que je vends, sont soumis à concurrence. Quand je vends un onduleur, les personnes vont voir le prix en ligne. Donc je suis obligé de m'aligner. La marge que j'ai, c'est celle que mes fournisseurs m'offrent en fait. La remise installateur. Et éventuellement, s'il y a des produits que j'arrive à facturer un peu plus cher parce que je suis le seul à le proposer ou autre, mais c'est tout, c'est ça ma marge. Pour qu'on se rende bien compte que 120 000 € de chiffre d'affaires, j'arrive tout juste à sortir 5 000 € par an. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai eu un certain nombre de remarques comme quoi l'autonomie c'est cher, je dois rouler sur l'heure et tout. Non, pas trop. Vous voyez, c'est des caméras à 40 €, celle qui filme là, elle est à 200 € je crois. C'est cher pour moi, je trouve. Non, je roule pas sur l'heure. Je travaille pas pour être riche non plus. J'aimerais bien, pourquoi pas, comme tout le monde, mais je fais ce que je peux. On va me dire pourquoi tu continues de travailler? Parce que j'ai pas le droit au chômage et j'ai pas le droit au RSA. Je suis chef d'entreprise, propriétaire de ma maison, je suis en concubinage, donc les revenus de ma femme comptent. J'aurai le droit à rien en fait, je le sais, ne vous inquiétez pas, je le sais. Donc j'aurai le droit à rien, je ne peux pas avoir trop de revenus, je ne peux donc pas cotiser énormément, donc je n'aurai pas non plus de retraite. J'avais 100 € par mois de retraite de prévu si je pars à la retraite à l'âge légal pour vivre 5 ans et m'éteindre. C'est pas joyeux, mais c'est comme ça. Donc en tout cas, c'est pour être clair, là-dedans, quand je touche 200 € par mois de YouTube, je suis content. C'est pas des revenus non plus, mais ça ajoute, c'est inclus dans mon chiffre d'affaires. Je suis content, parce que j'ai quand même beaucoup de travail pour faire les vidéos et d'avoir un petit peu de sous derrière, je suis content. Donc ça, c'est pour être clair, pour qu'on arrête de me dire que c'est du vol ou quoi que ce soit. S'il y a un onduleur qui est à 5 000 €, il est à 5 000 €, j'y peux rien. Sur l'onduleur Next 3 à 30 000 €, j'ai 8% de marge. Marge. Donc j'ai les produits comme les panneaux solaires par exemple, j'ai 0%. Enfin en tout cas j'ai pas de prix pro. Moi si je veux les vendre 5 € plus cher le panneau, je le fais. Même si j'en casse un, je perds 200 €. C'est aussi pour ça que je travaille tout seul, j'ai pas le budget pour embaucher quelqu'un. J'espère que ça c'est relativement clair. Moi je sais que peut-être des collègues le font, moi je fais pas de travail au noir. Il y a plein de gens qui me proposent de l'espèce, tout ça. Les seules choses que je peux faire, c'est si c'est du matériel qui est d'occasion ou qui m'appartient personnellement, oui pourquoi pas, je peux le vendre. Mais en général, non, c'est du neuf la plupart du temps, où il y a une facture, tout ça. Puis c'est pas grave en fait, c'est pas grave. C'est pas inquiétant. Donc ça me va bien comme ça. Sujet suivant. Sujet suivant, mes hobbies. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. C'était quoi mes hobbies? Alors, je suis plus trop en âge de faire du skateboard, surtout que j'ai eu un accident de motoculteur il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans. Je fais attention à mes tendons. Moi, je suis quelqu'un qui est physiquement motivé, mais très dégradé. C'est-à-dire que depuis mes 11 ans, j'ai mal au dos, j'ai des vertèbres de déplacés, j'ai toujours eu des problèmes de genoux, problèmes de cartilage, parce que j'ai eu des petits accidents, problèmes de canal carpien, voilà, tout un tas de petits trucs, mais comme certains humains aussi. Ce qui fait que j'ai tout le temps mal au dos, je ne peux pas rester debout trop longtemps, même la position assise là, va me faire mal au bout d'un moment. Donc j'ai ralenti le skate, tout ça, mais avant je faisais du skate, du roller, beaucoup de sport, jusqu'à 15 heures de sport par semaine, mais j'ai réduit après avec l'arrivée dans le monde du travail, beaucoup moins de temps pour moi. Mes hobbies aujourd'hui sont toujours un peu le dessin quand j'ai le temps.
Vous avez déjà vu des vidéos de dessin sur la chaîne qui m'ont fait perdre des abonnés, les bâtards. Ils sont plus là, donc tant mieux. J'ai fait des dessins, j'ai perdu des abonnés. J'ai commencé le chant, effectivement, je vous ai fait un truc au premier de l'an. Alors, rien que pour vous emmerder, je vais vous mettre un petit extrait. Mr. Sandman, bring me a dream, making the cutest that I ever seen, giving tulips like roses and clover, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres, j'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres, je rêve, je rêve. Les matins se suivent et se ressemblent, quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. En gros, c'est amusant, moi j'aime bien. Je m'amuse aussi à faire de la musique avec notamment là cet extrait. Donc de la musique avec des bruitages. Et puis maintenant j'ai un logiciel de montage, donc c'est cool. Il faut que j'apprenne à m'en servir. C'est pareil, c'est du hobby. Et puis sinon, en fait, comme je suis passionné par mon métier, ça fait partie de mes hobbies. Si vous voulez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles techniques, puis autrement, m'occuper de ma famille, me balader, tout ça. Des hobbies standards, quoi. C'est ce genre de hobby qui fait que des fois je décroche pas au téléphone le dimanche soir, pour ceux qui m'appellent le dimanche soir. Voilà, je sais pas si j'ai à peu près tout mis. Je vais essayer de vous mettre des photos de mes installations passées, je dirais 2022-2023, dans le petit générique de fin là, juste pour montrer comme ça. Et puis donc il y aura d'autres vidéos, je sais pas quand, peut-être très rapidement, peut-être pas. Et je vous souhaite de les apprécier. Et puis voilà, merci de regarder, c'est cool. À la prochaine. J'ai toujours pas de slogan pour sortir. Sur mon t-shirt, c'est marqué attention, énergie solaire, risque d'autonomie. J'en ai d'autres des t-shirts. Ah oui, je vais fabriquer des t-shirts aussi. Je vais essayer de faire des trucs cool. Vu que je dessine, hein, autant faire un truc sympa. Et puis voilà. À la revoyure, comme dirait Astronogeek. Non, salut.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour.